Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Falco, un outil de sécurisation des environnements Kubernetes, avec Jacopo Rosso. Bonjour Jacopo. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Jacopo, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Je m'appelle Jacopo Rozzo. De formation, je suis ingénieur en télécommunications, diplômé au Polytechnique de Turin. J'ai commencé mon parcours professionnel en France en 2012 en travaillant en tant que développeur back-end. Et quand les technologies liées au cloud, et en particulier à la containerisation, ont commencé à prendre de l'ampleur, je me suis spécialisé dans ce domaine en développant des solutions de gestion de l'infrastructure et en contribuant à l'écosystème de Kubernetes. Et depuis 4 ans, je travaille chez Sysdig, où j'étais responsable technique des composants périphériques liés à l'observabilité et à la sécurité. Et récemment, depuis quelques mois, j'ai rejoint l'équipe open source, où je m'occupe en particulier de l'écosystème Falco, qui est le sujet de cette discussion. Merci Jacopo. Donc, quelles sont les problématiques de sécurité qui sont très souvent rencontrées dans les environnements Kubernetes ? Quand je parle des problèmes de sécurité qui sont résolus par Falco, je dis souvent que les attaques modernes, la plupart du temps, ils ne forcent plus la porte, mais ils utilisent les clés. Normalement, les choses partent avec un vol d'identité, donc soit du phishing, soit l'exploitation de quelques failles de sécurité connues. Et une fois qu'un attaquant peut accéder au système cloud, la chose qu'on peut faire pour limiter la casse, c'est en fait de détecter des comportements qui peuvent signaler des intentions malveillantes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est mieux pour détecter ce type de comportement, d'analyser les activités qui sont faites dans le système et chercher de trouver certains patterns qui peuvent indiquer en fait des mouvements latéraux ou des actions pour voler des données ou d'autres types d'activités de ce type. Et du coup, vous êtes parti sur un design eBPF, comme beaucoup de gens. Est-ce que vous avez fait le pour et le contre ? Est-ce que vous avez commencé là-dessus dès le début ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'est une bonne question. Pour répondre à ça, si vous me permettez, je peux parler un peu de l'histoire de Falco. En fait, on peut dire que l'ancêtre de Falco est un outil command line qui a été développé il y a plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle Sysdig, comme la boîte où je travaille. Et c'est un outil d'observabilité. En fait, ce qu'il permet de faire, c'est de monitorer l'activité sur une machine en observant les syscalls, les appels de système. Que c'est en fait ce qui est fait dans un système pour quand il y a une interaction entre l'espace utilisateur et l'espace noyau. C'est utile utiliser un kernel module, un module noyau, parce que à l'époque, en fait, la technologie eBPF n'existait pas encore. Il y avait l'ancêtre de cette technologie qui s'appelle BPF.
mais qui était beaucoup plus limité. Il permettait en fait de faire de filtrage de paquets réseau, en gros. Et donc, il y a eu ça, c'était un peu l'ancêtre de Falco. À partir de cet outil, je pense, 2016, donc cette année, il va être le 10e anniversaire de Falco. Cet outil de sécurité a été développé. Et donc, depuis cette époque, il y a eu plusieurs évolutions. En fait, les modules noyaux, ils ont ils peuvent porter des instabilités dans le système, surtout s'il y a de bugs ou des problèmes. Et donc, une des évolutions qui sont arrivées, c'est le développement de la même chose en utilisant la technologie eBPF. À cette époque, en fait, on supporte 3 types. On appelle de driver, que c'est la partie noyau de l'outil Falco. Donc, la première, c'est le module kernel. Et après, il y a 2 versions qui sont basées sur eBPF. Une qui on appelle Legacy eBPF à ce moment, et l'autre qui utilise des features un peu plus modernes, comme en fait une technologie qui s'appelle Core, qui permet de builder une seule fois et réutiliser le binaire compilé dans n'importe quel système qui supporte cette technologie. Parce que l'ancienne, en fait, il devait être compilé pour chaque version du kernel. Donc, si j'ai bien compris, eBPF, ça permet d'interagir directement avec le noyau sans un module spécifique, c'est ça? Exactement. Certains, ils définissent la technologie eBPF un peu comme le JavaScript du noyau, parce qu'il permet d'exécuter du code sans devoir faire des choses intrusives. Mais eBPF, c'est quelque chose de très bas niveau, ça donne juste des appels système et des choses comme ça. Comment vous passez de ces informations bas niveau à une intrusion effective? Est-ce qu'il y a des signatures? Est-ce qu'il y a de la corrélation? Est-ce qu'il y a un système, un SAS qui fait des analyses? Comment ça marche? Ouais, c'est une bonne question. Je dois aller un peu plus dans le spécifique de l'architecture de Falco. En fait, je pars à haut niveau. Installer Falco dans son système, c'est un peu comme installer une caméra de surveillance pour avoir en fait des détections d'intrusion ou des anomalies en temps réel. La partie de bas niveau qui est implémentée avec le module noyau ou avec eBPF, c'est simplement la collection des appels de système qui sont remontés dans user space où il y a un moteur de détection de menaces en temps réel qui en fait il applique, c'est un moteur de règles flexible qui peut détecter des comportements anormaux qui sont codifiés en tant que règles. Et ces règles sont définies avec une syntaxe propriétaire qui peut être définie dans des fichiers YAML, et il permet de détecter de comportements comme une shell lancée dans un conteneur, un accès ou une modification de fichiers de sécurité. En fait, c'est très flexible et c'est aussi extendible. Pour faciliter pour les auditeurs et vérifier que certains vont interpréter comme moi, on a parlé de eBPF, c'est le extender de Berkeley Packet Filter, c'est-à-dire c'est le filtrage IP dans le noyau. En fait, l'utilisation qu'on fait, nous, du programme eBPF, c'est pour intercepter des appels de système et pour le rendre disponible dans user space. En fait, il permet de créer des programmes qui sont attachés dans certains hooks dans le système. Et donc, quand il y a certains événements, ces programmes sont lancés. Ils peuvent collecter des informations
et ils peuvent la communiquer à user space en utilisant des choses qu'on appelle eBPF maps. Oui, donc c'est un peu comme un EDR. Ouais, on peut dire ça. Non, parce que j'essaye que les auditeurs arrivent à se modéliser les choses. Et comme moi, je suis pas du tout un expert Kubernetes, donc en fait, c'est un peu un EDR pour Kubernetes. Oui, en fait, il y a on va dire dans le corps de Falco, il n'y a rien qui est strictement spécifique de Kubernetes. Après, je peux venir après à quelles sont les spécificités des environnements containerisés, mais les détections qu'on peut faire comme Falco, ils peuvent marcher aussi dans des systèmes non containerisés sur bare metal. Donc, c'est vraiment, on peut écrire des règles pour détecter certains comportements codifiés avec cette syntaxe de Falco. Mais c'est fourni avec des règles type déjà écrites? Oui, il y a des règles qui sont gérées pour la communauté de Falco. Je n'ai pas dit ça, je pense, mais en fait, Falco est de propriété de SNCF. C'est un outil graduated, que c'est en fait le niveau de maturité le plus haut de la SNCF. Et donc, autour de Falco, il n'y a pas que Sysdig, qui c'est la boîte qui l'a créé, mais ce projet a été donné à cette organisation SNCF pour la promotion des technologies cloud. Et donc, l'écosystème a plusieurs contributeurs qui ne gèrent pas seulement l'outil en lui-même, mais aussi les règles open source. Après, Falco fournit aussi un set de règles, on va dire, maintenu pour l'équipe de recherche de Sysdig, qui c'est un produit à part. Ça, c'est quelque chose de commercial. Mais du coup, quelle est la différence entre la version open source de Falco et la version commerciale? Qu'est-ce qu'on a en plus si on paye? Alors, Falco lui-même n'est qu'un outil open source. Après, Sysdig fournit des règles, comme j'ai déjà dit. On appelle ça les Falco Feeds. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent avoir ce set de règles courées par Sysdig avec des mises à jour régulières. Et il y a plus de 100 règles par rapport aux règles communautaires qui doivent être environ 60, quelque chose comme ça. Après, Falco, c'est juste un outil de détection. Sysdig, comme je dis, c'est une plateforme complète. On couvre vraiment tout le spectre. Donc, il y a la partie de gestion de la posture de sécurité cloud et Kubernetes pour analyser et corriger les mauvaises configurations, ainsi que la gestion des vulnérabilités. Une chose assez importante, c'est que en utilisant les informations qu'on récolte en temps réel, on peut identifier des vulnérabilités qui sont réellement en cours d'utilisation et ça permet une meilleure priorisation de menaces. D'autres choses qui sont fournies sont une gestion centralisée de règles, la génération de rapports de conformité, et des outils d'analyse forensique, l'analyse de trafic réseau pour générer automatiquement des network policies Kubernetes. Et dernièrement, on a aussi intégré une analyste IA, on appelle ça Sysdig Sage. Donc, on peut lui poser des questions directement en langage naturel pour mieux comprendre les risques et répondre avec plus de rapidité. Alors, je vois que Falco est un énorme projet C++. J'imagine que c'est pour des raisons de performance au départ, mais est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que vous avez eu des problèmes en cours de route? Ou est-ce que vous restez sur C++? Oui, c'est une bonne question. Clairement, c'est un outil qui a de l'histoire. Comme je dis, l'ancêtre de Falco, il a plus de 10 ans. Il a été écrit en C et C++, pour des raisons de performance, en effet. Et
aussi parce que, si on prend la partie kernel, à l'époque, il n'y avait pas d'alternative que écrire en C. Je parle de module noyau et aussi le module de BPF écrit en C. Pour la partie user space, en effet, un langage avec C++ permet de faire des optimisations que seraient difficiles avec des langages de plus haut niveau. Mais Falco est extensible. En fait, il y a un système à plugins qui permet d'écrire des plugins en différents langages, donc C++, Go et aussi Rust, qui est un langage qui est assez à la mode, on peut dire, aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour contribuer une grosse code base en C++ peut être un peu intimidé, mais franchement, on n'a pas trop de problèmes et oui, on arrive à trouver quand même des contributeurs. C'est encore un langage assez mainstream. Parce que je suis très impressionné, je vois qu'il n'y a eu que 2 CVE de publiés, dont un en 2019 et un en 2021. Et celui de 2021, en plus, c'est plutôt lié au fait qu'on peut contourner les règles de détection en changeant les arguments a posteriori du process. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un travail de sécurité, de fuzzing, de règles de développement, enfin, est-ce que vous utilisez un sous-ensemble du C++, par exemple, qui permet de garantir des propriétés de sécurité, ou est-ce que c'est juste que personne n'a regardé? Enfin, je sais pas, c'est 2 CVE dans une codebase aussi importante en 10 ans, c'est vraiment très impressionnant, quoi. Ouais, on a des audits réguliers qui sont faits tous les ans pour en fait vérifier qu'il n'y a pas de failles majeures. Mais c'est clair, tous les projets ils ont des problèmes. Et par rapport à l'un des CVE qui t'a mentionné, c'est le problème Talk2. En fait, les paramètres de syscall peuvent être modifiés. On a déjà une mitigation. Clairement, c'est un projet de sécurité, donc on met assez d'attention dans l'analyse statique du code. Et comme je dis avant, il y a des audits aussi, donc on fait attention à ces aspects. Est-ce qu'on peut dire que Falco, c'est uniquement un projet lié à des containers, ou est-ce que je peux m'en servir pour faire de la sécurité traditionnelle sur un système Linux? Enfin, si j'ai un client Linux avec un développeur, est-ce que je peux installer Falco sur sa machine et aussi avoir des détections de sécurité pertinentes? Oui, c'est un outil principalement conçu pour être utilisé dans des environnements cloud, mais on a des clients qui utilisent ça dans des environnements plus traditionnels, qui n'utilisent pas containerisation, tout ça. En fait, le Falco, comme je dis avant, utilise un système à plugin. Donc, la source principale d'information, c'est le processing de syscall, mais on a des plugins qui donnent un contexte additionnel qui peut être utilisé dans l'évaluation de règles. Pour faire un exemple concret, les événements qui sont générés avant d'être processés par le moteur de règles, ils sont enrichis, si ça existe ce mot, enriched en anglais, avec des informations contextuelles comme si on est dans un environnement Kubernetes et il y a des événements liés à un procès, on peut savoir le container, le namespace, ce type d'informations contextuelles liées à Kubernetes, labels, annotations, choses comme ça. Et en plus, on a des informations qui viennent du container runtime. Donc, on peut avoir aussi des annotations du container, le nombre d'images, toutes les informations qui sont pertinentes dans un environnement cloud moderne. Et ça marche aussi si on utilise Kubernetes avec des micro-VM ou des choses comme ça, ou il faut absolument être sur Containerd?
C'est une très bonne question parce que, comme j'ai dit avant, on fait l'instrumentation du kernel et on procède de syscall. Donc, dans un environnement Kubernetes traditionnel avec un container runtime comme Containerd ou CRI-O si on est sur du Red Hat, il y a un seul noyau qui est partagé par tout le container. Donc, on a besoin d'une seule instrumentation pour le syscall. Mais si on est dans un environnement avec des micro-VM, les choses se compliquent un peu parce que chaque container est en gros une micro-VM avec son noyau. Donc, il faut instrumenter chacun de containers. Récemment, on a eu une contribution par une boîte qui s'appelle Edera, qui en fait fournit une solution de micro-VM. Et comme je dis, comme Falco est extensible avec ce système de plugins, ils ont implémenté une plugin pour gérer l'instrumentation dans un environnement micro-VM. Cette solution, en fait, est spécifique de leur solution à eux, Edera, mais le même approche peut être utilisé avec des autres outils comme... il y a une solution qui s'appelle Kata Container, il y a différents types de micro-VM. Donc, en général, il est possible d'utiliser Falco dans ces environnements-là aussi, mais il faut un type d'instrumentation un peu différent de celle qu'on utilise d'habitude. Et donc, si j'utilise du Docker Swarm à la place de Kubernetes, par exemple, par contre, c'est suffisamment proche pour qu'il n'y ait pas besoin de customisation particulière. Exactement. On gère tous les containers runtime, on va dire, les plus utilisés. Il y a, je pense, ça doit être presque une dizaine de containers runtime qu'on gère nativement. Donc, sauf des environnements, on va dire, très exotiques, Falco peut couvrir presque tous les cas d'utilisation dans des environnements cloud native. Alors sur GitHub, je vois qu'il y a la roadmap du projet, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur les évolutions futures? Enfin, qu'est-ce que vous voulez ajouter dans l'outil aujourd'hui? Oui. Alors, comme j'ai dit, Falco en 2024 est arrivé au stade de maturation le plus élevé des projets gérés par la CNCF, graduated. Ça veut dire qu'il y a un état il a une base d'utilisateurs assez vaste et variée. En fait, juste pour donner quelques chiffres, Falco à ce moment il est utilisé par 60% des entreprises Fortune 500, donc l'utilisation est assez vaste. Après la graduation, maintenant le focus est pour surtout rendre encore plus stable et pour supporter des environnements qui deviennent de plus en plus grands. Parce que maintenant, dans le cloud public, on peut trouver facilement des machines avec 192 corps, donc de machines très grandes. Donc, l'un des aspects sur lesquels on va investir, c'est les performances. Donc, dans ce type d'environnement, et aussi la facilité d'installation dans des environnements assez larges. Peut-être je peux juste donner des exemples des nouvelles features qui ont été insérées récemment. Et après, j'invite tous ceux qui sont intéressés à plus de détails sur les choses à venir d'assister à la KubeCon qui va être en mars à Amsterdam,
où il y aura la présentation de Next Step. Donc, je veux pas trop dévoiler, mais des choses intéressantes qui ont été ajoutées récemment. C'est, pour exemple, une feature qui permet de faire des captures d'événements après qu'une alerte a été créée. Et ça permet de faire des analyses forensiques parce que je pense que tout le monde ici connaît Wireshark, que c'est un outil pour en fait l'analyse de réseau. Le créateur de Wireshark, en fait, il travaille aussi par Sysdig, Gerald Combs, et il a fait récemment un outil qui s'appelle StratoShark, qui en fait permet de faire l'analyse des captures de syscall, des fichiers qu'on appelle SCAP, avec cet outil. Donc, ça donne la même expérience d'utilisation que Wireshark, mais à la place d'analyser juste de paquets réseau, ça permet d'analyser en fait toute l'activité qui s'est passée sur la machine au moment de la capture. Et ça va enregistrer pendant un certain temps? C'est prédéfini ou C'est configurable. En fait, au niveau de la règle, on peut spécifier la longueur de la capture. Il faut tenir en compte que sur des machines chargées, la quantité de données qu'on arrive à extraire est assez grande, donc c'est pas conseillé de mettre, je sais pas, plusieurs minutes parce que ça peut arriver à plusieurs gigaoctets de données très vite. Mais oui, c'est configurable. Plusieurs gigas, c'est beaucoup ou pas? Ça dépend, tout est relatif, clairement, mais c'est clair que sur une machine bien chargée, surtout s'il n'y a pas de filtre, enregistrer toute l'activité de syscall génère des quantités de données qui sont très, très élevées. Aujourd'hui, comment est-ce que les auditeurs No Limit Sécu peuvent vous aider? Est-ce que vous cherchez des contributeurs? Est-ce que vous cherchez des gens qui écrivent des règles? Ou est-ce qu'au contraire, avec la CNCF, c'est compliqué, il faut signer des contributeurs license agreement, etc. Ou comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? On est toujours à la recherche de gens motivés pour aider, pour contribuer. En fait, l'un des propos de la CNCF, c'est de créer des communautés ouvertes où tout le monde peut contribuer. Chaque 2 semaines, le mercredi, on a des réunions avec des contributeurs qui sont ouvertes. Donc, si quelqu'un est intéressé, il peut rejoindre ces réunions. On a aussi une Slack, dans le Slack de Kubernetes, on a un channel qui s'appelle Falco. Donc, si quelqu'un veut interagir avec la communauté, il peut utiliser ce moyen aussi. Quelque chose que je voudrais aussi dire, c'est que, comme j'ai dit avant, quelqu'un pourrait être intimidé pour un codebase en C et C++, mais dans l'écosystème de Falco, il y a aussi des outils qui sont écrits avec des langages un peu plus haut niveau. Donc, il y a même pour quelqu'un qui connaît, je sais pas, qui préfère faire du code en Go, il y a des outils qui sont écrits en Go. 2 exemples, une s'appelle Falco Sidekick et une autre Falco Talon. Comme j'ai dit avant, Falco, c'est de la détection, mais pour la partie réponse, donc quand il y a des alertes qui sont générées, il y a cet outil de l'écosystème, Falco Talon. Il permet de prendre des actions suite à une alerte qui est générée. Et Falco Sidekick permet il ingeste en fait l'output de Falco et il permet de s'intégrer avec des systèmes différents pour faire des intégrations comme le client normalement utilise ces systèmes pour gérer des alertes. Donc, il y a plusieurs possibilités avec ces outils.
Ok, Jacopo, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Oui, alors, comme je dis, Falco est un peu l'outil de référence dans son domaine. On parle de détection de runtime threat detection. C'est un outil qui est très utilisé, qui a un niveau de maturité assez élevé, mais clairement, il y a toujours des choses à améliorer. Les attaquants s'organisent toujours. Ils mettent en commun des outils, du know-how. Donc, il faut faire la même chose du côté de la sécurité. Donc, et il faut utiliser des outils open source comme Falco et contribuer où possible pour améliorer la détection. Eh bien, le message est passé. Merci Jacopo d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Merci à tous.